La diaspora joue un rôle important dans le développement de l'Afrique. C'est un fait, ce n'est plus à démontrer. Cependant, de nombreuses personnes issues de la diaspora finissent par être dépitées de leur expérience comeback. On a beaucoup de repats, donc des Africains qui reviennent s'installer en Afrique, qui sont dépités au bout de quelques années, retournent dans leur pays précédent, pays de résidence précédent, en Europe, en Amérique, etc. Ou même quand ils restent finalement au pays, se disent « Ah, j'aurais pas dû rentrer » et vous sentez qu'il y a de l'amertume. J'en connais tout un tas. Je suis moi-même issu de la diaspora. Je pense que le fait d'être rentré assez tôt, c'est-à-dire juste après mes études, ça m'a peut-être évité de commettre certaines erreurs. Bref, de par ce que j'observe autour de moi, puisque je travaille avec beaucoup de gens de la diaspora, j'ai beaucoup d'amis de la diaspora, moi-même étant de la diaspora, je peux aujourd'hui parler avec vous de cette erreur que la diaspora africaine commet et qui l'empêche de réussir. Évidemment, il y a des exceptions, mais de façon globale, si on regarde un peu et qu'on doit estimer en termes de taux, il y a beaucoup plus de désillusions au sein de la diaspora que de personnes contentes de leur expérience et de ce qu'elles arrivent à accomplir sur place. On va donc voir ça tout de suite, 7 erreurs à éviter si vous voulez réussir en Afrique. En étant membre de la diaspora, bien sûr, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de la diaspora africaine et des raisons pour lesquelles une bonne partie de la diaspora se retrouve en situation d'échec. Il faut bien sûr mettre les choses dans leur contexte. Quand je parle d'échec ici, je ne parle pas forcément d'échec professionnel à 100%, parce qu'il y a des gens qui reviennent pour travailler dans des institutions, des organismes, mais il y en a beaucoup aussi qui viennent pour investir, ou certains qui, tout en bossant dans certaines organisations, publiques ou privées, ont également à côté des side hustles, donc entreprennent, ce qui est le cas de la majorité des gens aujourd'hui, membres de la diaspora ou non. Les gens développent des side hustles parce qu'on est bien conscient qu'il faut gagner plus d'argent quand bien même on a une situation déjà enviable et que l'entrepreneuriat c'est l'avenir. Tout le monde rêve d'avoir la grosse boîte ou alors la petite boîte qui fait justement boum, qui explose à un moment donné. Donc les conseils dont nous avons parlé aujourd'hui, ou plutôt les erreurs, parce que c'est un peu les deux, en évoquant les erreurs qui sont commises et qu'il faut éviter, on parle donc forcément à l'inverse des conseils, on donne des conseils de comment il faudrait faire pour éviter ces erreurs-là. Et ça va vous paraître parfois très simple. On va évoquer des choses qui peuvent vous paraître banales. Surtout si vous êtes membre de la diaspora, vous qui regardez cette vidéo, parce que ce sont des choses que les gens font sans s'en rendre compte. Et ceux qui ne sont pas de la diaspora qui vont suivre cette vidéo seront, je pense, d'accord avec moi sur un certain nombre de points aussi, parce qu'ils ont une perception de la diaspora. Il faut mettre les choses en perspective pour comprendre où est-ce que le bas blesse. Parce que le désir de contribuer au développement de l'Afrique, c'est très bien, mais il faut justement ajuster un certain nombre de paramètres. Bienvenue sur cette chaîne si vous êtes là pour la première fois. Ici, c'est la chaîne des rocks, des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, ROC, d'où notre mantra « Soyons rock ». Et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté. Ici, nous traitons donc de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de mindset, d'éducation financière. Vous l'aurez compris, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Pour notre bien personnel et pour le bien de l'Afrique, n'est-ce pas? Alors, quelles sont ces erreurs-là? La première erreur commise, elle est très simple. Elle se situe au niveau de l'apparence. Quand je parle d'apparence, il faut le comprendre dans sa dimension la plus globale, ce terme. Il s'agit non seulement de ce que vous allez porter, c'est vrai, mais aussi de votre manière de parler, de votre attitude, de tout ce qui est visible et perceptible par les sens. Les yeux, les oreilles surtout. Ces deux-là. Lorsque vous revenez en Afrique, personne ne vous demande de changer votre personnalité. Mais vous devez comprendre que quand on est quelque part, on s'adapte. Si vous rentrez dans un village où les gens marchent sur la tête, vous devez marcher sur la tête. Vous n'allez pas dire que c'est anormal et que vous voulez marcher avec vos jambes sur vos pieds. Non, ça ne se passe pas comme ça. Rien que lorsque vous irez au marché, on va vous taxer. Parce qu'en vous voyant, on sait que vous venez de la diaspora. Enfin, vous venez de l'étranger, pardon, vous êtes de la diaspora.
Si vous êtes en vacances et que ça ne vous dérange pas, vous êtes là pour un mois, 2 mois, quelques semaines, ok, c'est cool. Par contre, si vous êtes rentré, vous installez, vous avez intérêt à recalibrer vos attitudes. Il y a des gens qui s'habillent de la même manière que quelqu'un qui vient de l'étranger. Mais pourquoi, à votre avis, même la vendeuse arrive à détecter celui qui est vacancier, comme on dit, d'un autre qui est dans le pays et qui s'habillerait pareil? Parce qu'il y a dans les attitudes des choses qui trahissent. Et ça va vous amener à être surtaxé partout. Les petits achats au marché, tout ça, oui, mais pas que. Dans le business, si vous faites des affaires, il y a des gens qui vont vous surtaxer. Pour les prestations, pour tout. Partout où vous passerez, on va se dire, voilà une bonne poire, il faut que je presse un peu le jus là parce qu'il a des euros ou des dollars. Donc c'est à vous de savoir vous fondre dans la masse. Moi, comme je le disais, je suis rentré dès que j'ai fini mes études, enfin 1 an après. Donc je n'ai peut-être pas eu le temps de développer certains mauvais réflexes et je suis quelqu'un à la base qui s'adapte très vite. Donc, franchement, quand j'arrive quelque part, moi je me fonds dans la masse et puis voilà, j'ai une capacité d'adaptation qui est assez élevée et ça m'aide. Donc vous devez développer cette capacité d'adaptation-là. Si vous ne l'avez pas, c'est à vous de la développer. Absolument, parce que vous allez en avoir besoin pour éviter de vous faire surtaxer, de vous faire avoir à tous les coups. Ça, c'est le premier point. La deuxième erreur grave, elle est liée à l'apparence, mais c'est un cran au-dessus, c'est la condescendance. Quand les gens viennent d'Europe, d'Amérique, d'Asie, dès qu'ils ont quitté le continent africain et qu'ils reviennent, il y a une forme de condescendance que je ne m'explique pas. Condescendance que moi, je n'ai pas eue. Heureusement, oui, il y a des exceptions. Je ne suis pas en train d'indexer toute la diaspora. Mais la majorité, vous le reconnaîtrez bien volontiers, se comporte comme ça. Les gens arrivent en ayant l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils ont l'impression qu'ils sont plus compétents. Et ça, c'est une grosse erreur. Quand ils ont une idée de projet, de business, par exemple, ils pensent que, ouais, non, ici, les gens ne savent pas faire ça. Non, tu sais, au bled. Et rien que cette expression bled, comme je dis, c'est la preuve déjà que nous sommes aussi méprisants, quand on le dit, avec notre continent, que les Occidentaux le sont. Quelqu'un m'a mis dans un commentaire, lorsque j'ai évoqué ça dans une vidéo un jour, oui, ben non, c'était sur LinkedIn qu'il a partagé ça, non, mais c'est pas utilisé au sens péjoratif quand on parle du bled. J'ai dit, mais utilisé au sens péjoratif ou pas, c'est pas ça qui compte. Le terme a une portée, il a un sens, et chaque mot a une énergie. À chaque fois que vous le prononcez, même si c'est par taquinerie, ce dont je doute, il y a une fréquence, une vibration que vous envoyez. C'est de la condescendance. Lorsque vous pensez que vous êtes supérieur, que l'environnement dans lequel vous arrivez est un environnement pourri, parce que le bled, c'est un point paumé perdu. Allez chercher la définition pour ceux qui ne savent pas dans le dictionnaire et vous verrez, lorsque vous utilisez cette terminologie-là, que vous êtes en train de dénigrer tout le temps ce qui se passe, que vous allez fustiger la compétence des gens. Évidemment, il y a des réalités. En termes de développement, on est très loin des pays occidentaux sur de nombreux points. Mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison pour complètement scier votre propre branche? Parce que oui, c'est votre pays, c'est votre continent, c'est votre branche. Et cette condescendance, franchement, ça établit des liens avec les gens qui sont du pays, qui sont là sur place, je veux dire. Ça établit une liaison, un contact qui est désagréable. Ils ont l'impression que vous les prenez de haut. Et dès qu'ils pourront vous le faire payer, ils vont en faire, comme on dit chez nous, à Tchonklu. C'est-à-dire, je lui rendrai ça, je le lui ferai, il se prend pour qui? Donc faites attention, il y a des personnes intelligentes partout. L'environnement est peut-être différent, mais même si vous voulez comparer les environnements, ne comparez pas les gens qui sont dans les environnements. Et des moyens, les gens en ont beaucoup sur place aussi. Parce que sur ça, on sent de la condescendance également. Les gens arrivent en se disant, j'ai des euros, j'ai des dollars, je suis riche, je suis ceci, en tout cas, je suis mieux logé que les autres. Ça ne vous mènera pas très loin et souvent vous en payez le prix assez tôt. Assez tôt. Troisième erreur grave, quand les gens reviennent, ils ne cherchent pas à se développer un réseau local. Ils vont rester dans des cercles d'expats, surtout quand par exemple ils ont intégré une autre culture au point d'avoir par exemple la nationalité. Ils vont intégrer des cercles, donc des associations et tout ça d'expats, ce qui est bien en soi. Mais ils ne vont pas chercher à créer l'équilibre en côtoyant des gens qui sont vraiment dans le milieu à 200%. Vous devez remettre les pieds, les mains, la tête dans le cambouis complètement. C'est-à-dire,
vous fondre encore une fois. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que l'apparence, c'est-à-dire fréquenter des gens du milieu pour comprendre les choses qui se passent. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez développer un réseau qui va être un réseau exclusivement lié à certaines sphères. C'est bien, vous connaîtrez des gens de certains calibres, de certains standings, mais vous ne connaîtrez pas ceux qui sont à l'opérationnel. Quand vous connaissez le patron d'une boîte et que vous ne connaissez pas même pas les directeurs, les chargés de ceci, de cela, même le planton, vous allez arriver un jour où on va vous dire que vous ne pouvez pas monter pour une raison X ou Y. Vous allez appeler le patron à chaque fois. Mais non. Donc, c'est un exemple pour vous dire que vous devez apprendre à vous créer un réseau local quand vous rentrez. C'est important. Il y a cette erreur, la quatrième, qui est celle de ne pas chercher à connaître le marché. Et là, je parle d'un point de vue business. Les gens rentrent, ils ne veulent pas chercher à connaître le marché. Ils se disent, non, attends, on sait déjà comment ça marche, on sait que tel truc, ça marche en Afrique, et puis d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Moi, je sais ci, je sais ça. Donc, entre la condescendance, la suffisance et tout le reste, ils ne vont pas étudier le marché. Les études de marché, c'est important partout. Ce n'est pas important uniquement en Occident. Évidemment, il est plus difficile de faire des études de marché en Afrique parce que nous avons moins de données. Il y a beaucoup moins de données, pour ne pas dire qu'il n'y en a quasiment pas, parfois, dans certains secteurs. Mais vous devez faire une étude de marché. Et il y a des techniques pour faire des études de marché avec peu de données. Mon équipe et moi, nous sommes spécialisés dans les études de marché, entre autres, puisqu'on accompagne en business stratégie des porteurs de projets, beaucoup de gens de la diaspora d'ailleurs, pour le développement de leurs affaires, que ce soit les études de marché, les business plans, les plans marketing et même l'accompagnement pour implémenter le projet. On fait tout ça et on a développé au fil des années des techniques pour pouvoir faire des business plans, des études de marché qui soient véritablement cohérentes et réalistes. En Afrique, on intervient vraiment dans tous les pays africains. Si vous avez besoin de ces services-là, n'hésitez pas à nous contacter. Notre mail, les différents contacts, réseaux sociaux et tout ça, en description, vous trouverez tout ce qu'il faut pour nous contacter. Donc, faites des études de marché dans une certaine mesure et n'attendez pas que les choses dégénèrent pour chercher maintenant des pompiers. Les comparaisons et les parallèles ou les déductions en fonction d'où vous venez. Ouais, si c'est comme ça en Angleterre où je suis, donc ici ça doit être à peu près ça, non? Ouais, non, c'est ceci. On m'a dit que. Oui, tout ça, ce sont des suppositions qu'il faut confirmer par une étude de marché lorsqu'on veut lancer un projet sérieux. Après, si vous avez envie de gaspiller votre argent, faire des petits trucs à droite à gauche, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez vraiment optimiser vos ressources, c'est un passage obligé. Moi, je ne transige pas là-dessus. Les différences culturelles, elles sont énormes. Lorsqu'on est resté longtemps à l'étranger, on pense qu'on connaît toujours son pays. Vous savez quoi? La plupart du temps, les gens ne connaissent pas, ils ne connaissent plus leur pays. Pourquoi? Parce que beaucoup sont partis après le bac pour les études supérieures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a au minimum 6 ans, 5-6 ans, parfois 10 ans, parfois plus pour ceux qui travaillent un bon moment avant d'entrer, qui séparent leur dernier contact avec le pays de leur retour. Lorsque vous venez en vacances entre-temps, là, de temps en temps, c'est pas connaître le pays, ça. Vous venez, vous sortez tout le temps, vous êtes en famille, ceci, cela. Non. Si vous revenez pour y résider, vous devez savoir qu'il y a des différences énormes. Beaucoup de choses ont changé depuis que vous êtes parti. Et il faut donc analyser l'environnement si vous voulez vous lancer en affaires pour connaître les différences socio-culturelles, les différences, les particularités socio-culturelles, les particularismes même, je dirais, économiques, politiques et tout ça. Ne négligez pas cette étape, sinon vous allez en payer le prix. D'accord? La 5e erreur que les gens commettent, c'est de trop faire confiance à la famille. Oui, je sais, c'est dur à dire, mais le nombre d'histoires de personnes qui se sont fait dépouiller par leur famille parce qu'elles voulaient investir en Afrique et qu'elles ont confié le capital à un cousin, à un tonton, à un oncle. On ne peut pas dénombrer le nombre d'histoires comme ça. Il y en a trop, on entend ça tous les jours. Et parfois on le voit sous nos yeux. C'est une erreur grave si vous voulez lancer un business de confier ça à la famille, que ce soit les ressources ou que ce soit l'exécution. C'est grave. Vous pouvez décider d'avoir quelques personnes de votre famille, si c'est votre choix, et si vous avez bien mûri la question, mais elles ne peuvent pas être les seules. Surtout si vous venez de rentrer en Afrique. D'accord? Parce qu'avec le temps, vous pourrez évaluer un petit peu les rapports avec les uns et les autres et faire des choix au sein de votre famille. Mais dès le départ, au début comme ça, c'est pas toujours évident, sauf si vous aviez des liens continus. C'est pas « Allô, comment ça va ?» une fois par semaine. Je parle pas de ça. Sinon, vous allez être déçus. Pour les gens, vous avez une valise d'argent.
et ils vont se servir et prendre leur part. C'est comme ça qu'ils considèrent les gens de la diaspora, même en famille. Donc faites en sorte de ne pas vous faire dépouiller. Si vous impliquez des gens de votre famille, qu'il y ait d'autres personnes autour, des gens avec qui vous n'avez aucun lien, hormis le lien professionnel, pour pouvoir assurer la survie de votre entreprise et sécuriser vos intérêts. Parce que quand c'est avec la famille qu'on a des problèmes, c'est difficile après de les régler. Et c'est pour ça qu'en famille, les gens se permettent n'importe quoi. Ils se disent, bon, avant que ça ne dégénère, que ça aille devant les tribunaux, quoi, allez, ça mettra du temps, hein. Peut-être qu'il n'y parviendra même jamais. À chaque fois, je ferai intervenir tel, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous vous exposez à des problèmes à n'en plus finir. Donc, faites attention à cet aspect-là et envisagez-le avec de la modération. D'accord? C'est très, 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 très important. La sixième erreur que je remarque assez souvent, c'est que les gens sont régulièrement dans la politique du un pied ici, un pied là-bas. C'est un peu de la navigation presque à vue. Ils n'ont pas vraiment de plan. Ils vont planifier peut-être leur retour au pays, ok, mais ils ne vont pas se dire, lorsque je reviens, je sais que je me donne X temps pour atteindre tel objectif, ensuite je ferai ça, je ferai ça. Donc il y en a beaucoup qui rentrent en ayant des illusions, en se disant que tout va marcher du jour au lendemain, qu'ils vont s'enrichir, qu'ils vont faire telle chose et telle chose, et puis finalement, si les choses se passent, ils vont s'enrichir vite, je veux dire, parce qu'on peut s'enrichir, mais c'est le vite, je veux dire, que tout est facile ici, ou que vraiment ce sont les patrons s'ils arrivent, et quand les choses ne se passent pas comme ils l'ont imaginé, que ça ne va pas aussi vite, ou que ça se passe différemment de ce qu'ils avaient à l'esprit, eh bien, ils sont déçus, parce qu'il n'y avait pas de plan, et qu'ils se disaient, si ça ne marche pas trop, je vais retourner de toute façon là-bas. J'ai vu tellement de gens, moi ça fait quoi, 13 ans que je suis rentré, que je suis installé en Afrique, et je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai vu venir et repartir. Parfois, c'est la bonne option de repartir. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut rester ici, absolument non. Mais ce n'est pas toujours la bonne option. Il y en a beaucoup qui le font aussi parce qu'ils ne veulent pas aller au bout du plan, du risque. Ils n'en avaient pas. Ils se disent, j'ai toujours de l'autre côté une bouée, donc si je fais ça que ça marche pas, voilà. Du coup, quand on est dans cette optique-là, ben on met un petit peu comme ça le doigt dans l'eau, on dit, oui, ça brûle un peu, je m'en vais. Oui, c'est brûlant, je m'en vais. Voilà. Il faut avoir un plan et se dire, si je veux rentrer en Afrique, c'est que j'ai envie de faire des choses. Donc voilà, si ça se passe pas bien à tel moment, je ferai comme ci, je ferai comme ça, nanani, nanana, et pouvoir se projeter dans la durée, ne pas se dire que c'est une aventure comme ça et que voilà, on verra bien, si ça marche pas, tant pis. Non. Dans ces cas-là, on n'est pas vraiment décidé à faire le saut. Si on veut faire le saut, on le prépare, mais on le prépare bien. Et ensuite, on se dit, j'y reste au moins tel nombre d'années, je vais voir ce que ça donne, je vais essayer telle chose avant éventuellement d'abdiquer. Je ne vais pas abdiquer tout de suite parce que une mouche m'a piqué. J'exagère un peu, vous avez bien compris la caricature. Et je finirai par la septième erreur qui elle est récurrente et flagrante. Le lifestyle. Quand les gens reviennent en Afrique, ils veulent flamber. Beaucoup, la quasi-majorité veut flamber. Vous ne pouvez pas revenir et vouloir tout de suite vivre comme un pacha. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a cette idée-là selon laquelle en Afrique, on vit bien. Oui, mais si vous voulez avoir un certain standing de vie en Afrique, vous allez dépenser plus d'argent qu'en Europe ou en Amérique. Il n'y a pas de crédit pour prendre une voiture ici. En tout cas, je veux dire, tout le monde n'a pas accès au crédit pour prendre une voiture. C'est beaucoup plus difficile. Ou même pour construire une maison. Vous pouvez avoir un crédit si vous avez les garanties, mais c'est beaucoup plus compliqué que dans les pays développés. Et ça va vous coûter beaucoup plus cher, ce crédit-là. Oui, les gens rentrent et vous les voyez tous les week-ends dans tous les points branchés. Ils vont dépenser des dizaines de milliers, des centaines de milliers de francs CFA parce que ce n'est pas grand-chose pour eux. Ils ont des réserves ou alors ils travaillent quelque part au pays où ils sont rentrés là et ils ont un bon salaire et ils vont mettre une bonne partie dans la flambe. Déjà, ils sont déconnectés des réalités parce qu'ils ne vont flamber que dans des coins où en fait on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans le pays. Et moi, j'ai plein de connaissances qui sont dans ce mood-là. Je leur dis, planez. Après, quand ils ont un petit souci, qu'ils sont complètement perdus, ben, ils appellent au secours, oui. Vous ne pouvez pas tout le temps être en train de sortir, d'être en boîte de nuit, d'aller dans des supermarchés pour acheter le fromage que vous mangez. En France, vous allez en acheter tous les jours. Vous connaissez le prix du fromage en Afrique, dans nos pays, par rapport au prix du fromage en Europe. Évidemment, c'est beaucoup plus cher.
parce que c'est importé, comme la plupart des produits. Donc oui, il y a les taxes et tout là-dessus. Vous dépensez une fortune pour essayer de garder un niveau de vie similaire à celui que vous avez. Mais généralement, les gens vont même au-delà. Ce qu'ils ne peuvent pas se permettre en Occident, quand ils rentrent ici, ils vont se le permettre. Ils vont prendre tout de suite le chauffeur, la domestique, ceci, cela. Combien de gens de la diaspora ont des chauffeurs en France? Combien? En Angleterre, aux États-Unis? Combien une domestique? Alors évidemment, si ce sont des avantages de l'environnement, vous allez vous le permettre, on ne va pas vous dire ne prenez pas de domestique, alors qu'il y a cette qualité de vie qu'on peut s'offrir en Afrique. Ce que je suis en train ici de pointer du doigt, ce sont les excès, qui sont nombreux, hein, qui sont nombreux. Qui sont nombreux. Moi, je connais des gens qui ont cuisiné de jour, cuisiné le soir. Ah, ils n'avaient même pas un seul cuisinier en Europe. Ils ont fait ça longtemps, ils ont mis leurs enfants dans des écoles hyper chères dès qu'ils sont arrivés. Au bout de 3 ans, ils ont dû resserrer complètement. Ah ben oui. Parce que même si tes finances ne sont pas en danger imminent, ben en fait, tu ne capitalises pas sur ta venue, tu dépenses tout ce que tu gagnes. Où est l'intérêt de faire ça? Ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment important de savoir que si vous voulez rentrer en Afrique, il faut vous remettre dans la philosophie de l'environnement. Il faut comprendre comment l'environnement fonctionne. Il faut s'adapter. Faites-vous plaisir si vous en avez les moyens, mais définissez des limites selon les phases. Si pendant les 2-3 premières années, vous avez décidé de faire ceci et cela, faites-le. Si au-delà, ça s'améliore, upgradez. C'est progressif, comme partout. Voilà quelques-unes des erreurs. Il y en a d'autres, évidemment. Hein, mais pour moi, ce sont quelques-unes des erreurs les plus courantes qu'on retrouve au niveau de la diaspora et qui empêchent justement les membres de la diaspora, quand ils reviennent en Afrique, de réussir et d'atteindre leurs objectifs. Ce qui finit par les décourager, ce qui finit par les faire repartir, et parfois à dire même je ne veux plus jamais rien faire en Afrique, et ceci et cela. Donc entourez-vous de professionnels pour les projets et pour la vie personnelle, soyez modérés. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire pour ceux qui sont de la diaspora et pour les autres. Est-ce que vous avez l'impression que ce que je dis est vrai parce que vous fréquentez ou côtoyez forcément des gens de la diaspora autour de vous? Est-ce que vous avez le sentiment que j'exagère ou est-ce que ce sont des constats que vous avez fait également si vous n'êtes pas de la diaspora? Pour les autres de la diaspora, vos avis sont également attendus en commentaire. Mettez-nous un petit like si la vidéo vous a plu. Ça permet de la faire référencer plus facilement par notre ami YouTube qui va pouvoir suggérer ça à plus de personnes. Abonnez-vous et allez découvrir, comme je disais, tous les liens en description, toutes les ressources que nous mettons à disposition des entrepreneurs et pas que nous mettons à disposition des uns et des autres pour la croissance personnelle et professionnelle. Vous découvrirez le lien pour aller vers notre plateforme de e-learning academyrock.com, des liens vers mes ouvrages de développement personnel et ceux qui traitent d'entrepreneuriat également. Vous irez également découvrir l'album Soyons Rock, télécharger gratuitement le livret Soyons Rock et il y a une palette d'autres services et produits que vous pourrez découvrir. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.